Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo où je vais vous parler de l'oral de caporal externe de pompier. Alors l'oral de caporal externe et externe SPV, sapeur-pompier volontaire, est un petit peu différent, notamment au niveau de la présentation évidemment et des questions. Au niveau de la présentation, un externe va présenter toute sa vie, tout son cursus. Un sapeur-pompier volontaire va le faire aussi, mais va essayer d'y glisser quelques expériences chez les pompiers, évidemment, vu qu'il est volontaire. Au niveau des questions, les deux concours vont avoir déjà un tronc commun de questions sur vous, votre identité, sur votre vécu, votre parcours. Et puis, les sapeurs-pompiers volontaires vont eux avoir des questions en plus sur leur expérience chez les pompiers. Voilà, donc c'est un petit peu différent, mais je pense que la vidéo peut intéresser les deux concours. Déjà, le fait de voir une présentation orale, ça peut vraiment vous donner des idées, et quel que soit votre concours, donc je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Pour ma part, je passe le concours externe, non sapeur-pompier volontaire, j'ai jamais été pompier, et voilà. Donc, évidemment, ça peut vraiment être intéressant pour ceux qui aimeraient passer le concours. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, tout simplement parce que ceux qui ont été admissibles, qui ont réussi les écrits, ont certainement dû rechercher sur internet des informations sur les épreuves sportives et l'oral. Pour ce qui est des épreuves sportives, il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont faites, que ce soit par les S10 qui vous montrent la réalisation du parcours et les étapes, ou que ce soit par rapport à des youtubeurs assez connus, comme je pense par exemple Strike Workout, qui me semble est un caporal chef et qui partage toutes ses expériences chez les pompiers. Je vous recommande vraiment sa chaîne si vous passez le concours, parce que ça vous donne une énorme culture en plus que les autres peut-être n'auraient pas. Voilà. Donc pour ce qui est du sport, je vous conseille de vous tourner vers ces chaînes-là. Moi, je vais vous parler plus de l'oral. Voilà, j'ai vraiment envie de parler de l'oral avec vous. J'ai envie de faire ma présentation orale, me filmer pour le faire aussi. Ça me permet d'avoir un retour, de m'entraîner. Et puis au cours de cette vidéo, donc en plus de cette présentation, on va voir aussi les conseils que je peux vous donner au niveau de la tenue, au niveau de votre tenue, de votre posture, et au niveau de ce que vous devez dire, de ce que vous devez faire, voilà, ce genre de choses. On commence tout de suite. Du coup, pour la préparation à cette orale, quand on sait que l'oral de présentation fait 5 minutes, c'est très court. Pour certains, ça peut paraître long, mais si vous avez des choses à dire, ça fait court, très court. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit concis, que ça soit clair, qu'il n'y ait pas d'hésitation et que vous l'ayez par cœur en tête. Par contre, il ne faut pas le réciter par cœur, c'est-à-dire qu'il faut le connaître par cœur pour tracer. Par contre, vous devez quand même avoir une certaine aisance à l'oral et finalement le raconter, faire votre oral comme si vous parliez à quelqu'un. Il ne faut pas que ça soit du par cœur comme si c'était un texte que vous lisiez. Voilà. C'est là toute la difficulté de l'exercice, hein, je le conçois. Passé ces 5 minutes, vous aurez 15 minutes de questions, donc qui diffèrent un petit peu en fonction de votre type de concours externe, externe SPV, voilà. Moi, je vais vous faire à la fin une liste de questions que j'ai trouvées dans un livre de préparation. Je vais essayer d'y répondre comme si c'était le jour de l'oral, mais ce sera peut-être d'autres questions encore, voilà. En ce qui concerne votre arrivée, donc vous allez avoir votre convocation, votre carte d'identité, on va vous convoquer, vous allez arriver, donc généralement comme si c'était le concours de PS, il me semble, prof de PS que j'ai pu passer, ça va se faire dans un grand gymnase avec des tables, avec un jury qui vous attend et vous devez arriver. Peut-être que ce ne sera pas comme ça, peut-être que ce sera juste dans une petite salle, ça ne change rien pour vous, hein. Voilà. Ensuite, donc quand vous arrivez, vous allez donner vos pièces d'identité, vos papiers et tout. Et vous devez attendre l'autorisation pour vous asseoir. C'est du respect, c'est comme ça que le jury fonctionne, et vous ne devez pas arriver, vous installer, vous mettre à l'aise, sortir votre bouteille d'eau, boire un coup. Vous n'êtes pas chez vous, vous arrivez, vous êtes sérieux, vous dites bonjour, mesdames et messieurs les jurés, bonjour. Vous donnez vos papiers, on vous autorise à vous asseoir, vous vous installez. Et puis on va vous redonner quelques consignes. Voilà, on va partir sur 5 minutes de présentation, ensuite on vous posera 15 minutes de questions, est-ce que vous êtes prêts, voilà. Et vous commencez tout de suite. Donc quand je dis vous commencez, c'est pas je m'appelle Julien Ling, je fais ci, je fais ça. Non, c'est très bien. Et bien pour commencer, voilà, il faut vraiment que ça soit oral, il faut que ça soit fluide. Il faut que vous montriez que vous êtes naturel et pas que vous êtes là devant un jury. Il faut vraiment être à l'aise, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas prendre ses aises non plus, mais il faut être vraiment serein. Voilà. Ce qui évidemment ne sera pas le cas de tout le monde compte tenu du fait que on va stresser, on va tous stresser, on va tous bafouiller, on va tous faire des erreurs, on va tous oublier un truc qu'on voulait absolument dire.
c'est pas grave, faut pas se laisser déstabiliser. Le jury ne sait pas ce que vous avez dans votre tête, donc vous pouvez oublier des trucs sans problème. Au pire des cas, vous en reparlerez pendant les questions. Voilà. Au niveau de la tenue, au minimum, je pense que le minimum syndical, c'est quand même d'avoir une chemise, peut-être une cravate, c'est pas pour ce que ça coûte. Je parle en fonction des personnes qui vont regarder cette vidéo. Je pense que parmi vous, il y en a plein qui n'ont pas forcément des tonnes de moyens, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des tonnes d'habits. Je pense que la cravate, c'est pas ça qui va vous ruiner. Mais le minimum, je pense que c'est quand même une chemise bien repassée, une cravate, et puis voilà, un beau jean avec des chaussures qui font bien habiller. Le top du top, ça serait vraiment costard cravate. Voilà, moi je pense que je vais quand même essayer d'avoir ce costard cravate. J'en ai jamais acheté parce que j'en ai jamais eu besoin. Voilà. Mais je pense que je vais quand même essayer de l'acheter, ça pourra m'être utile. Voilà. Au niveau des bijoux, vous devez retirer les bijoux visibles. Si vous avez une chemise et tout, on ne verra pas vos bracelets, vos montres. Par contre, tout ce qui est bagues et tout, les boucles d'oreilles, le mieux c'est vraiment de les retirer. Voilà. Pareil pour les tatouages, si vous pouvez les camoufler, par exemple j'en ai un sur le bras, il est sous la manche, pas grave, vous retroussez pas les manches du coup. Ceux qui ont des tatouages sur les mains ou dans le cou, ça sera un peu plus compliqué. Si vous ne pouvez pas le cacher, tant pis, mais on essaie de faire au mieux. Voilà. Vous ne serez pas recalé à cause de ça. Voilà. Il ne faut pas non plus avoir de crainte, mais bon, c'est toujours mieux d'être... c'est le jour J, voilà, il faut faire attention, on essaye, on a 15 jours dans l'année où on se donne au maximum, autant essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Voilà. Pour ce qui est du chronomètre, alors il y a certains concours qui l'autorisent, je pense notamment au concours d'enseignants de PS, moi je suis allé à l'oral et on m'avait autorisé, donc j'avais sous les yeux un chrono qui me permettait de savoir où j'en étais, très pratique, voire même indispensable. Là c'est interdit. Voilà, donc vous ne pourrez pas voir le temps auquel vous êtes, c'est 5 minutes et il faut le deviner. Donc le mieux possible pour y parvenir, c'est de faire un oral en béton armé, qui fait qu'à force de vous entraîner, de vous chronométrer, vous savez très bien qu'en disant ces choses-là, vous allez faire 5 minutes. Voilà. Si par contre vous êtes en impro total, vous ferez forcément moins, vous ferez forcément plus. Donc préparez-vous au maximum, c'est le seul moyen d'avoir une indication sur votre temps. Si vous arrivez à la fin de votre présentation orale, que vous n'avez rien oublié, que vous n'avez pas bafouillé, il y a de fortes chances que ça fasse 5 minutes. Voilà. Mais les montres sont interdites, les chronomètres aussi. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Donc là, on va passer à l'étape de présentation. Je vais vraiment faire comme si c'était le jury qui était face à moi et pas une caméra. Je vais exceptionnellement chronométrer quand même pour me donner une indication pour mon entraînement. Et puis ça vous permettra aussi d'avoir une idée de ce que représente 5 minutes de présentation orale. Voilà, 5 minutes de vidéo, de Netflix, de TikTok ou de jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec 5 minutes de présentation orale, c'est super long. On a l'impression que c'est long, mais en même temps, on n'a pas le temps de dire tout, quoi. C'est assez particulier comme exercice, voilà. Je lance le chrono et je commence tout de suite. Très bien, et bien pour commencer, je m'appelle Julien Link, j'ai 25 ans, je suis célibataire et originaire d'une campagne proche de Nancy. Actuellement, je suis assistant d'éducation dans 2 établissements différents, de jour comme de nuit. Je suis également titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'un master MEF EPS en sciences humaines et sociales. Donc mon objectif premier étant pour moi de devenir enseignant d'EPS à l'époque. Avant toute chose, j'aimerais préciser quand même qu'à l'âge de 15 ans, j'ai souhaité m'engager en tant que pompier volontaire, étant donné que ce métier m'intéressait lui aussi à cette époque. Malheureusement, si les épreuves sportives se sont plutôt bien déroulées, ce ne fut pas le cas de l'entretien oral, où j'ai perdu mes moyens. J'étais encore très jeune, je manquais encore d'expérience. Et tout simplement pour assumer de telles responsabilités, je n'avais pas suffisamment d'assurance, d'expérience, de maturité. Néanmoins, cette expérience ne fut pas vécue comme un échec, mais plutôt comme une source de motivation qui me permettrait par la suite de parfaire ma formation, de développer de nouvelles compétences pour pourquoi pas un jour réitérer l'expérience. C'est pour cette raison qu'à la fin du lycée, j'ai décidé de m'orienter vers la filière STAPS, qui était pour moi la plus adaptée à mes projets, car d'une part, elle me permettait de me rapprocher de l'enseignement, qui était, je le rappelle, mon objectif premier, et d'autre part, cette formation me permettait également de développer de multiples compétences qui me seraient utiles si je souhaitais un jour me réorienter. Donc, des compétences parmi lesquelles des qualités sportives, des connaissances intellectuelles sur par exemple l'anatomie, la physiologie humaine et de nombreuses autres sciences, mes capacités organisationnelles indispensables pour venir à bout de mon parcours universitaire, des capacités pédagogiques et didactiques pour moi qui me permettent vraiment, je pense, c'est là-dessus que je vais appuyer par rapport aux autres candidats. Je pense que c'est vraiment ce qui me différencie d'eux, c'est qu'étant donné que je me suis spécialisé en éducation et motricité, j'ai pu développer ces qualités en didactique et en pédagogie. Et enfin, j'ai pu y développer une certaine maturité à la fois professionnelle et personnelle et de la lucidité.
Au terme de ces études, j'ai donc pu obtenir mon master, ce dernier m'ayant permis de m'investir notamment dans un poste contractuel au collège-lycée privé catholique Charles de Foucault, donc une expérience professionnelle qui m'a permis de développer une nouvelle fois de nombreuses compétences, parmi lesquelles des capacités en coopération, en travail d'équipe, qui pour moi sont indispensables pour les pompiers. J'ai également appris à encadrer, gérer des groupes, à développer un certain sens des responsabilités, étant donné que parfois j'avais une trentaine d'élèves à ma charge. Et puis, j'ai également appris à trouver ma place au sein d'une hiérarchie et à respecter cette place. Hiérarchie qui est présente aussi chez les pompiers. Voilà. Néanmoins, assez rapidement, j'ai perçu certaines limites, malheureusement, à ce métier, qui m'ont convaincu que je ne l'effectuerais pas toute ma vie, que je serais amené tôt ou tard à me réorienter, tout simplement parce que je n'arrivais pas à me projeter sur le long terme. Parmi ces limites, un véritable sentiment de lassitude est vite apparu, compte tenu des restrictions scolaires au niveau budgétaire, spatial et temporel qui ne me permettaient pas de proposer une diversité d'activités suffisante. Voilà, c'est une diversité d'activités qui est très restreinte et on retombe très rapidement sur les mêmes activités, ce qui a renforcé ce sentiment de lassitude. D'autre part, c'est aussi la considération que l'on éprouve envers le PS, malheureusement aujourd'hui qui est encore perçu comme une discipline dispensable, inférieure aux autres. On a pu le voir avec la période de la pandémie où le PS a complètement été évincé de l'école pendant plusieurs mois. Voilà. Et enfin, c'est aussi le fait de ne pas avoir obtenu mon concours qui m'a donc contraint de m'investir dans des postes contractuels peu nombreux et très précaires. Et à 25 ans, j'ai vraiment besoin d'une stabilité financière, professionnelle. Et j'ai vraiment envie tout simplement de me lancer pleinement dans ma carrière pro pour pouvoir ensuite évoluer, avancer. Chose que je ne peux pas faire actuellement. A l'inverse, le métier de pompier est un métier qui m'a fortement attiré pour de nombreuses raisons, à commencer par le véritable sentiment d'utilité qui en découle, de par le fait que c'est un service public qui est indispensable au bon fonctionnement de la société, mais également par la diversité des missions qui peuvent nous être confiées, qui renforcent ce sentiment vraiment d'utilité. D'autre part, le fait de sauver des vies, évidemment, je pense que c'est l'argument que tous les candidats vous sortent, mais le fait de sauver des vies, pour moi, c'est une des plus belles missions de ce monde, et je serais ravi de mettre toutes mes compétences au service d'un centre pour honorer cette mission. Enfin, de par mon parcours spécifique, je suis sûr que je pourrais apporter beaucoup à un centre, mais je suis également intimement convaincu que ce centre pourra m'apporter tout autant, voire même plus. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui, c'est ce processus d'échange entre moi et mon métier, avec cette possibilité de pouvoir apporter beaucoup, me sentir utile pour les autres, que ce soit pour la nation, la population, ma caserne, à plus petite échelle, et que cette caserne me le rende, que je puisse aussi développer de nouvelles compétences. C'est cet ensemble d'éléments qui me permettrait donc d'être pleinement épanoui et fier de ce que je pourrais accomplir chaque jour. J'en ai terminé avec ma présentation et je vous remercie pour votre écoute. Alors, je vais pas vous mentir, hein, Vas-y. Alors là, c'est vraiment pas voulu, mais voilà, quand je vous le dis, c'est vraiment pas une blague. Ah, le chrono s'est enlevé, mince, attendez. Hop, ça donne ça. Bon, ça se fait à l'envers, mais en gros, oui, c'est en miroir. 5 minutes. Voilà, quand j'ai appuyé, ça faisait 5 minutes. 5 minutes pile, voilà. Donc, j'ai pas de montre, j'ai pas de chrono, j'ai pas regardé ma montre toutes les 2 secondes. Vous avez bien vu, je vous ai pas quitté du regard. Et pourtant, j'ai fait 5 minutes pile. Donc, comme quoi, avec une présentation orale bien ficelée, vous pouvez vraiment vous en sortir et faire à peu près les temps qu'on vous demande. Si j'avais fait 4 minutes 30, 4 minutes 50, c'était pas très grave. Si j'avais fait 5 minutes 10 et tout, c'était pas très grave non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour J, avec le stress, parce que tout le monde va être stressé, t'as beau être le plus détendu du monde. Moi, personnellement, je suis pas du genre à stresser pour les épreuves et tout, je suis très à l'aise. Mais ça reste quand même un jour dans l'année où tu peux complètement faire de la merde. Donc, le stress est forcément là, même si c'est du bon stress. Et avec le stress, tout le monde va parler un peu plus vite. Tout le monde va aller un peu plus vite. Donc, si tu fais 5 minutes 10 aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'au concours, tu fasses 10-15 minutes, 15 secondes de moins, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à tout ça, mais tout au long de la présentation orale, je n'ai pas fait que de regarder devant moi, que la caméra. J'ai essayé de regarder à gauche, à droite, et c'est exactement ce que vous devrez faire le jour du concours, c'est balayer le jury. Le jury, je ne sais plus, il est composé de combien de personnes. Il me semble qu'il y a peut-être 4 ou 5 personnes, si je ne dis pas de bêtises, entre 3 et 5 personnes. Vous ne faites pas un oral à une personne, vous faites l'oral aux 5 personnes. Donc là où vous allez vraiment montrer de l'aisance et vous démarquer de ceux qui sont comme ça, complètement stressés, c'est quand vous allez commencer à regarder tout le jury, que vous allez être capable de dire quelque chose de cohérent et de vivant en regardant tout le monde. Le fait de regarder une seule personne, ça donnera surtout l'impression que
que vous récitez, que vous êtes tellement concentré dans votre récitation que vous n'êtes même pas capable d'être libre de votre regard en fait. Donc montrez que vous êtes à l'aise, regardez partout, voilà. Au niveau de la posture, elle est très simple, posture droite, vous ne devez pas être affalé sur la table, tout ça. Posture droite. Donc là, pour vous faciliter et éviter de vous tordre pendant l'oral, avancez votre chaise, vous vous installez bien et vous avez le dos contre le dossier, vous êtes bien droit. Au niveau des jambes, vous ne commencez pas à tapoter vos jambes par terre, à secouer votre genou, tout ça, parce que vous montrez que vous êtes stressé. Vous croisez vos jambes, vous mettez vos jambes à plat, n'importe, mais vous les laissez immobiles et à partir du moment où vous êtes assis, elles ne bougent plus. Voilà. Pour ce qui est de vos mains, là les mains, voilà, on n'est pas des Italiens, on ne va pas commencer à faire des énormes gestes dans tous les sens quand on parle, ça va vite saouler ça. Par contre, il faut que les mains, elles donnent vie à votre présentation orale. Bon, le fait est que je filme essentiellement mon buste, donc on ne voit pas trop mes mains quand je fais ça, mais depuis tout à l'heure, voilà, mes mains, elles sont là, elles bougent un petit peu en dessous. Il faut quand même donner de l'importance à vos propos avec vos mains, il ne faut pas que vos mains soient à plat comme ça et que vous regardiez devant vous, voilà, c'est bon, vous n'êtes pas un interrogatoire. Donc il faut avoir une certaine aisance au niveau de votre posture et entraînez-vous quand vous faites votre entretien en exercice, quand vous vous présentez à vos proches pour vous entraîner, ou tout seul même, face à votre caméra ou sans rien, entraînez-vous avec vos mains. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon entretien, de ma présentation orale. Moi, j'en suis plutôt content. Si on l'analyse rapidement, il y a plusieurs aspects qui la composent. Mon identité, mon parcours scolaire, mon parcours professionnel, pourquoi j'ai arrêté de m'investir dans le métier dans lequel je suis actuellement, pourquoi je veux m'orienter vers les pompiers. Voilà, donc on va dire qu'il y a 5-6 étapes qui doivent être absolument indispensables. Votre identité, ensuite votre parcours scolaire, votre parcours professionnel, pourquoi vous avez arrêté ce que vous faites, ou enfin si vous ne faites rien, bah, vous n'avez pas cette étape-là, mais pourquoi vous voulez faire pompier, vos motivations. Ces étapes-là sont ajustées en fonction de votre parcours, on est tous différents, moi j'ai ce parcours-là, s'il y en a d'autres qui n'ont jamais travaillé, voilà. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous avez fait de nombreux métiers, moi aussi c'est mon cas, j'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai fait animateur en colo, j'ai travaillé dans la société Aéro pour nettoyer des tours de refroidissement, enfin j'ai fait toutes sortes de petits boulots comme ça. 5 minutes, c'est pas suffisant pour parler de ça. Si jamais dans les questions on vous demande est-ce que vous avez fait autre chose, bah là c'est l'occasion de vous mettre en valeur. Mais pendant la présentation orale, parlez de ce que vous avez fait principalement. Moi j'ai fait essentiellement assistant d'éducation dans 2 établissements. Moi j'ai fait essentiellement professeur de PS. Et ensuite c'est tout. Je vais pas commencer à dire alors j'ai aussi fait caissier à Auchan et puis j'ai nettoyé les tours et machin, on n'a pas fini. Et puis surtout, honnêtement, le jury s'en fout. Vous allez devenir pompier, parlez de ce qui vous importe le plus, parlez de ce qui vous a le plus marqué dans votre vie. Et si vous avez travaillé 3 jours au Monoprix ou je sais pas quoi, on s'en fout, quoi. Ça n'apportera rien à vos propos en fait. Par contre, pendant 5 secondes dans votre oral, vous pouvez dire j'ai également fait de nombreux autres de nombreuses autres professions, de nombreux autres métiers que je pourrais vous détailler par la suite par manque de temps, tout simplement. Voilà. Bref, on en a fini, la vidéo fait déjà 18 minutes, j'essaie de faire quelque chose de concis, mais c'est vrai qu'un oral, c'est quelque chose d'assez conséquent, il y a beaucoup de choses à dire, il y a plusieurs étapes, il y a une posture, une tenue à avoir. Là, on va passer tout de suite aux questions. Je vais vous poser les questions qu'il y a dans mon livre. Donc, ce livre, c'est celui-ci. Donc, juste si vous voulez la référence, c'est Admis Fonction Publique, caporal sapeur-pompier professionnel. C'est l'édition Vuibert, V-U-I-B-E-R-T. Et c'est le concours 2021-2022. Il y en a beaucoup qui critiquent ce genre de livre parce que c'est très synthétique et évidemment on n'a pas tout le contenu. En attendant, je me suis aidé de ça pour me préparer pour les maths et le français et bah, je suis admissible, donc tout se passe bien. Voilà. N'hésitez pas à chercher aussi des exemples d'oral pour savoir quoi dire. Voilà. Alors petite précision que je n'ai pas pensé à aborder au début de la vidéo, mais le jury va avoir accès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous deviez faire alors je ne sais plus comment ça s'appelle, un genre de lettre de motivation. C'est pas une lettre de motivation, mais ça y ressemble. Une lettre de parcours, ou je ne sais plus comment ils appelaient ça. Vous devez rédiger tout simplement pourquoi vous voulez devenir pompier. Il y avait plusieurs étapes à faire. C'est typiquement une lettre de motivation, mais qui ne s'appelle pas comme ça. Le jury, à votre oral, aura cette feuille devant lui. Il aura vos documents. Donc, il va vous réinterroger là-dessus. Ce que je vous conseille, parce que ça, c'est quelque chose pour beaucoup de centres, pour beaucoup de, moi le Grand Est en tout cas, qui ont été envoyés lors de l'inscription en avril 2021, donc ça commence à remonter, je vous conseille de regarder cette feuille à nouveau, de la regarder un petit peu avant l'oral, parce qu'ils vont venir vous chercher sur ce que vous avez écrit. J'espère pour vous que vous n'avez pas mitonné, parce que si vous commencez
à vous inventer une vie et à mélanger les choses, c'est, je pense, ça qui va vous couler. C'est pas le fait que vous avez mal parlé, que vous avez oublié des choses, c'est le fait que vous inventiez très rapidement si c'est une fausse vie, si c'est des choses qui se mélangent, qui n'ont pas de sens. Voilà. Moi, vous voyez, par rapport aux profs de PS, je suis honnête, je dis que je me lasse, je dis que c'est un manque de considération et tout. Si je commence à dire tout ça alors qu'en fait bah, c'est juste parce que j'ai pas eu le concours, bah non, c'est débile, il faut être honnête, voilà. On passe aux questions. Donc il y a vraiment des questions tronc commun pour tous les concours externes et externes SPV. C'est des questions générales sur vous, sur ce que vous pensez. Et il y a des questions plus spécifiques à un externe qui a jamais vu les pompiers et à un sapeur-pompier volontaire qui a déjà été dans une caserne. Voilà. Je commence tout de suite. Première question, quel bilan tirez-vous de vos études? Toujours être positif. Même si vous avez détesté vos études, même si vous n'êtes pas scolaire, même si vous avez détesté votre fac, je sais pas quoi, vous êtes toujours positif. Moi, évidemment, en STAPS, il y a des choses qui m'ont dérangé, inévitablement. Il y a des cours que je trouvais qui manquaient de sens. Il y a des choses qui m'étaient beaucoup moins utiles et une organisation parfois vraiment catastrophique. Mais j'en tire quand même une très bonne expérience et puis surtout un très bon diplôme. Un bac plus 5, c'est pas rien, quoi. Voilà. Donc, quel bilan tirez-vous de vos études? Eh bien, un bilan extrêmement positif dans la mesure où j'ai pu développer de nombreuses compétences, des compétences qui m'ont permis d'être un très bon enseignant de PS, ce que j'ai pu vérifier lors de mes postes contractuels, mais également des compétences qui pouvaient me permettre d'être polyvalent et de me réorienter si je le souhaitais un jour, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai souhaité, comme je vous l'ai dit, des qualités sportives, des capacités organisationnelles et puis des connaissances intellectuelles. On a pu voir différentes sciences. Souvent, on dit que la première année de STAPS, c'est comme une année de médecine. Donc, on y voit beaucoup de sciences telles que l'anatomie, la physiologie, la neurologie, la psychologie, des sciences un peu plus littéraires comme l'anthropologie, la sociologie, etc. Mais on a vu beaucoup de sciences, un grand panel de sciences, et ça m'a permis de me construire, de me développer des connaissances, des capacités, des compétences, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en quelque sorte. Et je suis très content d'avoir traversé cette formation parce que même s'il y a quelques défauts par endroits, eh bien, grâce à cela, aujourd'hui, je peux me présenter devant vous en étant pleinement formé. Voilà, ça c'est une réponse, je trouve, qui est complète. J'ai rien oublié. J'ai pas dit que ma formation c'était de la merde. Je suis concis et j'apporte vraiment une plus-value. Je dis quelque chose de concret. Je dis clairement que c'est grâce à cette formation que je suis devant eux, que j'ai pu développer des compétences qui pourraient être utiles à un centre par la suite. Voilà. Quel est le dernier livre que vous ayez lu? Alors voilà, le truc c'est que dans ces questions, vous pouvez avoir des questions qui partent dans tous les sens. C'est pas forcément par rapport à votre école, à machin. Ça peut être aussi question complètement bateau par rapport au film que vous avez vu au ciné, par rapport à un livre. Si vous ne lisez pas, c'est compliqué. Si vous ne lisez pas, il donne des conseils voilà, pour quand même donner l'impression. Là, il y a des moments où il faut essayer de. Je dis pas qu'il faut tricher, c'est pas de la triche, mais il faut mettre toutes les chances de son côté. Il y a certains cas de figure. Si vous lisez jamais de livres, ça peut arriver. Vous pouvez essayer quand même de prendre un ou deux livres, vous intéresser à ces livres, des livres simples, hein, genre Harry Potter, voilà, tout simplement. Pour ma part, donc les derniers livres que j'ai lus, c'est un livre qui s'intitule Marche ou crève. Alors si on compte pas le livre de révision pour le concours, parce que je n'ai fait que de lire ça pendant ces derniers mois, mais le dernier livre que j'ai lu, c'est Marche ou crève de Stephen King, donc c'est un livre un peu spécial. Enfin, c'est une histoire un peu spéciale en fait, où on est dans un monde réaliste, mais où simplement le service militaire est remplacé par une marche infinie. Et durant cette marche, si les personnes s'arrêtent, ils se font exécuter sur le champ. Et en fait, il y a une certaine dissonance entre l'aspect horrifique de cette épreuve pour les majeurs et la foule qui vient applaudir comme si c'était juste le Tour de France en fait. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup lu du Guillaume Musso, c'est je crois l'écrivain qui fait le plus de ventes, qui fait le plus de best-sellers en France, c'est un français, un écrivain français qui fait des livres que j'apprécie beaucoup parce que ça se lit tout seul et les histoires, il y a des tonnes de retournements de situation et tout et j'ai vraiment apprécié quoi. Voilà. Que pensez-vous de tel ou tel fait d'actualité? Alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre en direct parce que c'est pas une question en tant que telle. Ils vont vous dire que pensez-vous de ce qui vient de se passer hier là-haut quoi. Tout ça pour vous dire, tenez-vous au courant. Alors, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner sur Instagram, ou je crois qu'il fait ça que sur Instagram, il y a Hugo Décrypte. Si vous voulez pas vous saouler, en fait, le top du top, c'est de télécharger une appli genre Le Monde, Le Parisien, Libération, j'en sais rien. Voilà. Mais sinon, vous avez aussi Google Actualité, qui est très bien. Et au pire des cas, si vous voulez vraiment prendre
3-4 minutes par jour pour lire juste les infos, je vous conseille d'ajouter Hugo Décrypte sur Instagram. C'est super pratique parce que tous les jours, il fait 5 news qui se sont passées ce jour. Il publie ça en fin de journée, je crois. Et du coup, en fait, tu as l'actualité en 5 infos les plus importantes. Voilà, et je trouve ça super bien. Enfin, donc c'est super pratique. Franchement, je pense que c'est la meilleure idée que vous pouviez avoir pour suivre l'actualité, c'est suivre Hugo Décrypte. Je ne vais pas lui faire de la pub, il ne me connaît pas. Je crois qu'il a assez d'abonnés comme ça, mais c'est pour le coup très pratique. Et j'ai trouvé personne d'autre qui faisait ça surtout. Quel est le maire de votre commune? Alors ça, c'est pour montrer quand même que vous avez un petit peu de connaissances sur l'aspect politique de votre ville, et puis de manière plus générale sur la politique, le gouvernement. Alors je bois juste un petit coup parce que j'ai la gorge en feu, vous m'excuserez. Voilà. Donc par rapport à la politique, par rapport à votre commune, moi j'ai déménagé récemment. Avant, mon maire à Ars-sur-Meurthe s'appelait Jean-Pierre Dessin. Aujourd'hui, je suis à Saint-Max. Je sais que le maire s'appelle Éric Ponsalfini. Je sais aussi qu'il a été élu en 2020, qu'il en a pour 6 ans. Après, j'en sais pas forcément plus, mais je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Pratiquez-vous un sport d'équipe? Je vois mal un candidat arriver au concours de caporal, avoir réussi les écrits, le sport, et arriver devant le jury pour l'oral et dire bah, écoutez, moi je ne fais pas de sport. C'est une situation un peu impossible, mais voilà, il faut vraiment mettre en avant le fait que vous faites du sport. Alors là, c'est plus précisément une question sur le sport d'équipe, tout simplement parce que chez les pompiers, vous avez deviné où on veut en venir. Le sens du mot équipe est indispensable. Vous allez tout le temps travailler en équipe. Donc si on vous demande par rapport au sport d'équipe, c'est parce qu'on ne veut pas de personnes individualistes. Si vous dites que vous faites tout le temps, je dis n'importe quoi, de l'athlétisme tout seul, machin, bah c'est super, hein, mais là on veut par rapport au sport d'équipe. Donc moi je vais répondre à ça. Bien écoutez, plus jeune, j'ai été 5 ans dans un club de basket. J'ai arrêté par rapport aux études, étant donné que ça me prenait beaucoup de temps et je voulais vraiment me concentrer sur un aspect, un élément à la fois. Ça ne m'empêchait pas de faire un petit peu de sport à côté, bien entendu, j'ai pas arrêté. Et puis en STAPS, étant donné qu'on a dû balayer un nombre incalculable de sports, j'ai fait des sports d'équipe. Donc je pense notamment tout ce qui est basket, foot, rugby, handball, volley, de la course d'orientation parfois en binôme aussi, on s'entraidait. De la spéléologie, on s'entraidait aussi. La danse, on faisait rarement de la danse seule, donc on faisait même si c'est plutôt une activité artistique, on faisait de la danse en équipe, en binôme ou à plus, de l'acrosport, bref, toutes sortes d'activités qui pouvaient se faire vraiment en binôme, voilà, ou à plus. Plus précisément encore, je me suis même moi-même spécialisé en handball en 2e année de fac, donc j'ai fait du handball jusqu'en master, plusieurs années de handball. Quelle est votre situation familiale? Alors la question là, elle veut tout dire. La question là, si je vous la traduis, c'est est-ce que si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous seriez prêt à bouger? Voilà. En gros, ça veut dire ça. Donc il faut s'attendre à ce que la question soit un petit peu modifiée au fur et à mesure. Donc oui, effectivement. Quelle est la situation familiale? Eh bien, je suis célibataire. J'ai quand même une copine. On habite ensemble. On n'est pas pacsé, on n'est pas mariés. Avec ma copine, on en a beaucoup parlé, je pense savoir où vous voulez en venir. Si je dois être amené à être déplacé et tout ça, je pense qu'il y a de fortes chances que pour le premier poste, je sois amené à bouger. On est d'accord tous les deux, on l'accepte pleinement et on saura s'adapter, faire preuve d'adaptation. Ce qu'il faut savoir pour mon cas, c'est que avant, je me prédestinais au métier d'enseignant d'EPS et quand on est admis au concours d'enseignant, de toute manière, on est muté, bien souvent dans des coins difficiles, des ZEP, des REP ou des REP+, à Créteil, les grosses villes en fait, où il y a des énormes quartiers politiques de la ville, donc des quartiers pauvres. On est souvent muté dans un premier temps ici parce que les enseignants qui ont de l'ancienneté, qui ont on va dire, je ne sais plus si c'est des points ou des choses comme ça, ils peuvent demander à être mutés plus proche de chez eux. Donc il reste souvent que les endroits là. Donc je m'étais déjà fait depuis très longtemps, depuis que je voulais faire prof, je m'étais déjà fait à l'idée que j'allais bouger. Et aujourd'hui, même si c'est le cas chez les pompiers, ça ne me dérange pas. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Un coup les livres, un coup les films. Quel est le dernier film? Alors pour ma part, voilà, je peux me considérer comme cinéphile parce que je vais très souvent au cinéma, 1 à 2 fois par semaine. Le dernier film que je suis allé voir, c'est Matrix 4. Film un peu spécial, complètement à l'écart des 3 autres.
C'est un film qui a été très mal reçu en fait par le public parce que c'est un énorme nanar, hein, faut être honnête. Mais en fait, on a essayé de nous faire comprendre à travers ce film qu'on a été habitué à des nanars, qu'on a été habitué à des grosses productions qui font des films plats où il se passe pas grand chose. C'est tout le temps plein d'effets spéciaux sans forcément un scénario incroyable. Et j'ai trouvé ça drôle parce qu'à une semaine d'intervalle, j'avais vu Spider-Man. J'ai beaucoup aimé parce que je suis fan du personnage, mais avec du recul, objectivement, force est de constater que le film est vide, que passer la surprise, le film est complètement vide, et avec tous les moyens qu'ils ont, ils pourraient faire des trucs incroyables, et bah, ils n'ont pas fait grand-chose en fait. Donc c'est pour ça que finalement, Matrix, c'est un film qui a été très mal reçu, mais qui finalement, avec sa critique des films modernes, et il se critique lui-même en fait, parce que les trois premiers Matrix sont des films, des nanars au possible, avec les esquives au ralenti, les trucs clichés comme ça, mais pourtant ça marche quand même. Donc c'est juste que voilà, les gens sont nostalgiques et il y en a beaucoup qui sont venus voir Matrix 4 parce que bah, ils avaient adoré les autres. Et bah, en fait, c'est tout simplement, ils n'ont pas apprécié parce qu'on leur fait clairement comprendre que ce qu'ils regardent, c'est mauvais, quoi. Tout simplement, je trouvais ça assez rigolo. Voilà, vous pouvez pas obligé de débattre comme ça 15 ans, mais vous pouvez dire des choses comme ça, tout simplement. Vous habitez rue Jean Moulin. Alors, petite précision sur la question précédente, si vous n'allez jamais au cinéma parce que bah, le cinéma ça coûte cher et puis que bah, vous n'avez pas envie, vous pouvez parler du dernier film que vous avez vu à la télé, en DVD, sur Netflix. Voilà, il n'y a pas de. On s'en fout. Du moment que vous racontez le dernier film que vous avez vu. Bon, sauf si le dernier film c'est Les Tuches, quoi. Enfin, après, vous pouvez le dire, mais vous pouvez le dire. Les Baudins, Les Tuches, ce truc-là, si c'est votre dernier film, ça me fait mal au cœur, quoi. Mais si c'est votre dernier film, c'est votre dernier film. Vous pouvez en parler, justement, en faire une critique en disant que bah, c'est mauvais, que si, que ça, voilà. Vous habitez rue. Non, non, non. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur qui était cette personne? Alors, moi, actuellement, j'habite rue du Général Leclerc. Le général Leclerc, il est plus connu, enfin il n'est pas plus connu, son nom complet c'est le général Leclerc, Philippe Leclerc de Haute-Cloque, et il était réputé pour être un des principaux chefs militaires de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Avant j'habitais rue Napoléon Ier, Napoléon Ier un peu plus facile à connaître, c'est Napoléon Bonaparte, et il est réputé pour avoir gagné notamment les batailles de Waterloo, d'Austerlitz dans les années 1800. Je vous demande pas de faire une présentation de 5 heures, vous dites juste deux lignes, vous dites son nom complet, son vrai nom, j'en sais rien, vous dites ce qu'il a fait, puis c'est très bien, quoi. Voilà. Quelles sont les dernières élections pour lesquelles vous avez voté? Le concours va arriver en avril, je crois qu'on sera en pleine période d'élection présidentielle. Je vous conseille d'aller voter, parce que clairement, si les élections sont passées et que vous dites, bah écoutez, moi j'ai pas voté pour les élections présidentielles, ça va être plutôt mal vu, parce que bah, ça reste un milieu où on fait partie de la sécurité civile, on peut avoir des opinions politiques dans tous les sens, hein, mais au moins faire valoir son droit de vote, c'est quand même une bonne chose, même si vous votez blanc, hein, voilà. Voilà. Moi, c'est vraiment le domaine sur lequel je pêche parce que bah, j'essaierai de leur faire comprendre tout simplement que j'ai grandi dans une famille en fait, et je pense que je suis pas le seul, loin de là, mais une famille qui répétait en boucle que la politique c'est de la merde, que tous les candidats sont des corrompus, qu'ils appliquent jamais leur programme, que ça sert à rien d'aller voter. Quand tu es adulte, que tu peux te construire un petit peu ton opinion, ça va, mais quand depuis que t'es gosse, pendant 15-20 ans, on te répète ça en boucle au repas de famille, puis que tout le monde se prend la tête par rapport à la politique, je peux t'assurer que tout ce genre de choses, tu le fous dans un coin et t'y touches jamais, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je m'y intéresse un peu plus, j'essaye de regarder un peu plus les élections et tout. Pour être honnête, je vote pas tellement, mis à part pour les élections présidentielles où je trouve que ça a un vrai impact. Voilà. Donc, s'il n'y a pas eu d'élection présidentielle, j'essaierai d'expliquer ce que j'ai dit. Et si, je vais dire quand même que je vais aller voter pour les élections présidentielles parce que ça reste quand même assez important, quoi. Voilà. Citez-nous vos qualités. Question très difficile parce que c'est une question où tu peux vite t'enflammer, commencer à te lancer des fleurs à tout va. Mais en même temps, si tu dis je sais pas trop, machin, bah, en fait, c'est pas le vieux aussi parce que ça donne l'impression que tu n'en as aucune. Moi, voilà, directement, je suis capable de dire que je présente des. Enfin, tout simplement pour pas se prendre la tête, reprenez de ce que vous avez dit dans ce que vous avez développé à votre école ou à votre travail. Je suis quelqu'un qui sait coopérer, je suis très sportif, euh, j'ai pas mal de connaissances sur des domaines très spécifiques tels que l'anatomie, la physiologie. Ça pourra m'être utile pour sauver des victimes parce que connaître le corps humain, c'est une chose indispensable. Euh, j'ai de très bonnes capacités intellectuelles dans la mesure où j'apprends vite. J'apprends vite de mes erreurs, je retiens les choses très facilement et donc dans le cadre de la formation, ça pourra me permettre d'être opérationnel encore plus vite et d'être vraiment un élément moteur. Et puis enfin, en termes de qualité, je suis quelqu'un de très pédagogue et didactique
didacticien, je suis didacticien, c'est-à-dire que je suis capable de concevoir des contenus pour proposer, pour transmettre mes connaissances. Alors, tout de suite maintenant, c'est pas forcément indispensable quand on vient d'entrer dans le métier, mais plus tard, si un jour je deviens formateur, ou si je me spécialise en EPS, ça pourrait être intéressant. Et puis encore, eh bien, pédagogue, ça peut être utile tous les jours parce que ce soit par rapport aux victimes, être à l'écoute et comprendre la victime, faire preuve de compassion, et puis tout simplement être faire preuve de patience, c'est ça être pédagogue aussi. Et puis de la pédagogie, c'est important aussi parce qu'on travaille toujours en équipe. Et puis si je comprends certaines choses que d'autres collègues ne comprennent pas, je pourrais les aider. Voilà, comment détailler ses qualités facilement. Quel enseignement tirez-vous de vos expériences professionnelles? Je ne vais pas tout détailler, mais en gros, c'est peut-être à ce moment-là que vous pourrez dire que vous n'avez pas fait que ça, que vous avez fait plein d'autres petits boulots, vous pouvez les détailler à ce moment-là. Vous dites ce qu'ils vous ont apporté, donc moi, des capacités à coopérer, à gérer des groupes, à développer un certain sens des responsabilités, trouver ma place au sein d'une hiérarchie, tout ça. Je ne vais pas tout détailler, c'est trop long. Puis la vidéo fait déjà 35 minutes, hein, j'espère que vous êtes encore là. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de concis, mais c'est vraiment pour avoir le plus d'exemples possible. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous en saurez autant que moi, quoi. Quel fait d'actualité a particulièrement retenu votre attention? Une fois de plus, si vous suivez la page que je vous ai dit, Hugo Décrypte, en story, il met tout le temps l'actualité en 5 points tous les jours et c'est super facile, c'est super concis à voir. Ça vous prend 2 minutes à chaque fois. Et du coup, vous pouvez la veille ou le jour même regarder l'actualité. Et si on vous pose cette question, vous pouvez dire rien, ne serait-ce que hier, il s'est passé ça, il y a eu des incendies là-haut, 5 pompiers blessés, donc ça permet quand même d'avoir. Voilà. Moi, de l'actualité, ce que j'ai retenu, par exemple, c'est le fait que Macron a dit qu'il allait, entre guillemets, emmerder les non-vaccinés. Je trouve que on peut le penser, bien sûr, mais en tant que président de la République, on se doit d'avoir une certaine tenue et ne pas dire ce genre de propos. Voilà. Comment est née chez vous la volonté d'être sapeur-pompier? Il ne faut pas vous inventer une vie, c'est le plus important. Si vous dites, un jour, il y a un avion qui est tombé et puis les pompiers sont arrivés à temps, machin. Non, mais faut pas inventer une vie. Moi, tout simplement, la raison elle est simple, c'est que quand j'étais au collège, durant les moments avec le conseiller principal d'orientation et tout, les heures de vie de classe, eh bien, quand on nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard, on s'est renseigné, et puis c'est vrai que c'était un métier qui m'intéressait énormément. Un métier qui s'est vu renforcé avec les aides qu'ils ont pu m'apporter au cours de ma vie, et puis le fait que mon frère soit devenu pompier volontaire, et ça m'a fortement motivé parce qu'on a beaucoup échangé à ce propos. Comment vous êtes-vous préparé à votre concours, à ce concours? Question pareille, où il ne faut pas se rater. Parce que clairement, si tu improvises et que tu machin, ils vont comprendre que tu t'es un peu préparé à la one again. Et c'est pas le but, il faut montrer que pour ce concours, vous y accordez de l'importance et que vous avez été très rigoureux. Donc moi, pour ce qui est des écrits, je me suis procuré certains livres de préparation avec des contenus. Alors j'ai fait un bac scientifique, donc les maths et tout, c'était à ma portée largement, mais le fait de réapprendre à poser des calculs, à ne plus utiliser la calculatrice, ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà. Et pour ce qui est du sport, je me suis entraîné régulièrement, 2 à 3 fois en salle de sport. Honnêtement, très difficilement pour le parcours de robustesse parce que même si j'ai essayé de me rendre dans des casernes, ils ont refusé que je pratique ou que j'observe à cause du Covid, puis à cause des assurances. Donc ça a été assez difficile. Et enfin, pour les oraux, préparation très complète. J'ai essayé de faire un roulement de révision en fait assez chargé où d'un côté je préparais ma présentation orale de 5 minutes. D'autre part, j'ai essayé d'accumuler toute une culture des pompiers, que ce soit par l'intermédiaire des cours présents dans les livres, que ce soit par rapport à des vidéos que j'ai pu voir sur YouTube de pompiers professionnels qui parlent de leur métier, comme par exemple Strike Workout, que je suis sur les réseaux sociaux et qui partagent tout le temps les interventions qu'ils font et tout, donc ça permet d'être dans le vif du sujet finalement. Que ce soit par rapport au fait que j'ai échangé beaucoup avec mon frère ou que je me suis rendu dans certaines... par exemple à la journée nationale des sapeurs-pompiers en octobre qui a eu lieu à Lunéville, donc j'ai pu y voir beaucoup de choses, échanger, voilà, donc cette préparation était quand même assez complète. Et puis aussi, je ne l'ai pas précisé, mais en faisant partie d'un groupe de préparation sur Facebook, préparation caporale, machin, où on a pu échanger, se poser des questions importantes, voilà. Admirez-vous un personnage historique? Alors évidemment, il y a certains personnages historiques qu'il faut proscrire.
Je vais pas prononcer les noms, mais voilà, vous doutez bien, tout ce qui est par rapport à l'Allemagne, par exemple, ou des dictateurs d'une manière générale, on va les éviter, quoi. Si vous commencez à parler d'eux, évidemment, ça va très mal se passer pour vous. On évite les sujets sensibles comme ça. Quand je dis personnage historique, ça peut être Charles de Gaulle, ça peut être Neil Armstrong. Par exemple, pour ma part, moi j'aimerais bien parler de Neil Armstrong parce que je suis passionné d'espace. Et voilà, si on me demande quel personnage historique j'admire, je parlerai essentiellement de Neil Armstrong parce que le fait qu'il soit le premier à avoir posé les pieds sur la Lune, je trouve que ça fantastique, ça doit être incroyable. Je penserai sinon à Pierre de Coubertin parce que j'ai été en STAPS, qu'on en a beaucoup parlé et que c'est un baron qui a rénové les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, quand on voit ce que ça donne les Jeux Olympiques et l'ampleur que ça prend au niveau planétaire, bah, il était quand même assez futuriste quand même, hein, assez capable vraiment de se projeter facilement, quoi. Citez un événement personnel qui vous a marqué. Je ne veux pas trop en parler en vidéo, j'ai des événements personnels qui m'ont marqué. Vous devez avoir des événements personnels qui vous ont marqué aussi. Voilà. J'ai un événement dont je parlerai pas forcément en vidéo, mais sinon les autres événements, je suis venu en aide à un élève de mon établissement qui m'a bien marqué parce que en me rendant au travail, cet élève s'était fait percuter par une voiture juste devant moi. La voiture qui me précédait a percuté l'élève, donc le parfait cliché de l'auto-école, hein, un élève petit qui traverse derrière un bus au feu rouge en regardant son téléphone, la voiture devant n'a pas eu le temps d'agir et elle l'a percuté, c'est pas vraiment de sa faute, on n'allait pas vite, mais voilà. Et du coup, c'est moi qui ai pris la situation en main. J'ai balisé la rue, donc j'ai protégé, j'ai alerté et j'ai secouru. Donc j'ai balisé la rue, j'ai demandé à la voiture dans le sens opposé de faire de même. J'ai alerté tout de suite les pompiers, j'ai donné toutes les infos, ils sont venus. Et puis j'ai secouru, j'ai pas fait grand chose, hein, parce que bon, moi je devais prendre mon poste, mon service. Au collège, je devais ouvrir, et puis il y avait tous les élèves qui s'agglutinaient, donc j'ai dû, comme je devais prendre mon service, j'ai dû aller ouvrir le portail, et puis après c'est les supérieurs qui ont pris le relais, la principale et le CPE, mais voilà, c'est un événement qui m'a marqué. Et puis c'est vrai que, alors c'est un événement tragique, hein, il s'en est très bien sorti, mais j'ai pas envie que ça recommence. Mais j'ai vraiment aimé faire ça en fait. Ça n'a pas été le déclic, mais ça y a contribué en tout cas. Et puis sinon, événement personnel qui m'a marqué, mon frère qui est devenu pompier volontaire, voilà, c'est un événement qui me marque parce que euh, ça a contribué à ma volonté aussi de redevenir pompier, enfin, ou de me relancer dans ce milieu parce que tout simplement j'ai beaucoup échangé avec lui. On a été voir la journée nationale des sapeurs-pompiers ensemble. Il me parle beaucoup de ce qu'il fait en termes d'intervention, parce qu'il est juste volontaire, donc il fait un autre métier à côté, mais il est souvent appelé quand même, vu qu'il est souvent d'astreinte, tout ça. Et ça a été super intéressant, quoi. Et il m'a fait très clairement comprendre que en tant que professeur de PS, sur le long terme, je finirais par m'ennuyer, alors que pompier, ça sera toujours aussi intéressant. Et je partage cette opinion-là, finalement. Selon vos proches, quels sont vos défauts? Alors, évitez la blague de dire une qualité, genre je suis trop comme ça, genre en rigolant, c'est nul, ça marche pas, ça fait rire personne et ça montre que vous n'êtes pas capable de faire preuve de. Vous n'êtes pas humble, enfin, comment dire, vous faites pas preuve de dérision, ou vous n'êtes pas capable de reconnaître vos problèmes. Et ça, en fait, c'est un problème parce que souvent, ceux qui ne sont pas capables de connaître leurs défauts, c'est des gens qui corrigeront jamais leurs défauts. Donc finalement, c'est pas ce qu'on veut chez les pompiers. On veut des gens capables de se remettre en question. Voilà. Moi, parmi mes défauts, on me dit souvent que je suis quelqu'un de maladroit, notamment dans mes paroles, parce que je vais dire des choses sans réfléchir, parfois qui peuvent blesser. C'est sûrement lié à ma spontanéité. Je parle directement sans forcément chercher à formuler mes mots. C'est quelque chose qu'on m'a reproché dans la sphère privée, mais pas tant que ça dans la sphère professionnelle finalement. Et un autre défaut, je dirais l'impatience. Alors une fois de plus, non pas forcément par rapport aux personnes, je suis quelqu'un de très pédagogue, de patient, je sais faire preuve de patience, heureusement par rapport aux élèves, parce que sinon ça se serait toujours très mal passé, mais plus de l'impatience par rapport aux événements. J'aime quand les choses avancent vite, quand ça ne traîne pas, quand ça ne stagne pas, quand tout le monde est efficace. Voilà, j'aime pas quelqu'un qui est à la ramasse, qui a la tête dans la lune et qui comprend rien. Voilà. Donc c'est un défaut parce qu'il y a des moments où je pourrais prendre un peu plus mon temps pour faire un peu mieux les choses, voilà. Parce que dire que j'aime bien quand les choses avancent vite, quand c'est efficace, c'est pas un défaut. Mais si c'est au dépit d'une qualité de travail, ça reste un défaut. Après, l'inverse complet est aussi à éviter.
Il faut pas dire des défauts qui sont en réalité des qualités pour faire la petite blague, mais en même temps, il faut pas dire des défauts euh, qui sont incompatibles avec le métier. Alors moi, je déteste le sport, j'en fais jamais. J'ai aucune patience quand quelqu'un me parle machin. Non mais non, si vous commencez à dire des trucs comme ça, je déteste travailler en équipe, c'est quelque chose que je supporte pas. Mais enfin voilà, à un moment donné, il faut aussi mettre les chances de son côté et pas commencer à dire des trucs comme ça, c'est logique, hein. Avez-vous déjà vécu en collectivité? Alors la question là, je la comprends pas trop. Collectivité, ça veut dire est-ce que vous avez déjà vécu avec des personnes au sein d'un groupe? Si c'est ça, moi oui, vu que j'ai fait des colonies, donc j'ai déjà vécu avec des personnes en collectivité, vu qu'on dormait tous ensemble. Il y a même une colo où on a fait ça dans des toiles de tente militaires, donc on vivait tous en communauté, voilà, en collectivité. En collectivité, pardon. Je pense qu'on vous pose cette question parce que quand vous allez être pompier pro, vous allez être souvent faire des gardes de 24 heures et parfois dormir sur place et au sein du centre et tout, et donc vous allez tout le temps vivre avec des personnes, vous n'allez jamais être seul quoi finalement. Voilà. Si vous échouez au concours de caporal, alors ouais, la vidéo fait 45 minutes, je suis vraiment désolé pour la durée de la vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est mieux de faire une vidéo complète où on parle vraiment de toutes ces questions. Comme ça, vous avez vraiment tout vu. Il m'en reste encore un petit peu, la vidéo va faire à peu près 1 heure, je pense. Mais au moins, vous avez vraiment tout vu, quoi. Voilà. Si vous échouez au concours, qu'allez-vous faire? La première chose à dire, évidemment, c'est je vais le retenter, je vais continuer à me préparer, je vais essayer d'évaluer quelles étaient mes erreurs, qu'est-ce que j'ai raté pour pouvoir m'améliorer et revenir encore plus fort la prochaine fois. Moi, personnellement, en plus de ça, ce que je ferais, c'est déjà m'engager en tant que pompier volontaire. Je n'ai plus 15 ans, j'en ai 25. Je me dis que je pourrais très bien m'engager en tant que pompier volontaire, c'est une possibilité. Euh, Ça me permettrait déjà d'avoir des connaissances en plus. Et puis ajouter à ça, ça me permettrait de montrer ma motivation et ma détermination à devenir pompier. Voilà. On va sûrement me demander pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Bah, tout simplement parce que la vie, en fait, hein. J'ai fini mes études, je me suis engagé dans un métier. Il y a eu beaucoup de changements pour moi dans ma vie. Est-ce que je fais prof? Est-ce que je fais pas prof? J'ai un poste contractuel, j'en ai pas. Je fais assistant d'éducation. Je fais dans 2 établissements. Finalement, il y a eu beaucoup de mouvements et durant ces périodes, je préparais mon concours en parallèle de prof qui me prenait énormément de temps. Donc, j'aurais pas trouvé le temps de faire volontaire. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Donc, si je rate mon concours, je pense que je m'engagerai. Et ajouté à ça, je continuerai ma préparation pour retenter ma chance. Je m'inscrirai soit au concours de caporal s'il arrive le plus rapidement possible en premier, soit je m'inscrirai au concours de lieutenant si un nouveau concours s'ouvre parce que j'ai le diplôme requis pour et je pourrais peut-être viser ce niveau aussi. Dans la vie, qu'est-ce qui vous énerve? Alors personnellement, j'ai un tempérament plutôt calme. Je ne m'énerve pas pour grand-chose. Je suis quelqu'un de très patient, comme je l'ai déjà dit. Alors, petite précision, je fais l'erreur, mais arrêtez de dire en boucle comme je l'ai déjà dit, parce que ça donne l'impression au jury que... Bon, il fallait m'écouter aussi à un moment donné, hein. Voilà, c'est pas ce but, hein, à l'oral. Il ne faut pas donner l'impression qu'il fallait qu'il vous écoute. Il faut pas que... Faut pas, je fais l'erreur, mais il faut pas dire ce genre de choses dans un oral, comme je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est vraiment une phrase à proscrire. Non, mais voilà, effectivement, j'ai... je suis quelqu'un de très calme, de très patient, mais s'il y a bien quelque chose qui m'énerve, je dirais, je pense notamment aux personnes qui transgressent les règles sans se soucier des autres au point de mettre tout le monde en danger. Et quand je dis ça notamment, je pense au code de la route. Je roule beaucoup, comme beaucoup de personnes, et quasiment une fois par trajet, j'ai une personne qui veut m'assassiner, qui grille les feux, les priorités, tout ce que tu veux. Enfin, faut pas dire tout ce que tu veux, hein. Évidemment, faut pas parler comme avec un pote, mais voilà, qui grille absolument tout, qui nous met tous en danger pour gagner une place, enfin, c'est absolument absurde. Et ce genre de choses m'horripile au plus haut point. J'ai perdu certains membres de ma famille à cause d'accidents de la route, et en plus de ça, voilà, j'ai passé mon permis moto il y a de cela 2 ans, et le fait est que j'ai jamais autant été mis en danger. J'ai l'impression que les gens sont de véritables assassins, et ça me met hors de moi en fait, parce que voilà. Alors, petite précision, faites attention à votre vocabulaire. Il y a des choses qu'on dit à l'oral tout le temps qui ne paraissent pas vulgaires, mais quand tu le dis à un entretien, c'est pas pareil. Par exemple, si là j'avais dit il y a des choses qui me foutent hors de moi, bah ça va quand tu le dis comme ça, mais à un entretien, c'est mal poli de dire foutre. Voilà. Donc, vérifiez votre vocabulaire et entraînez-vous à parler correctement tous les jours plutôt que de parler toujours comme ça, quoi. Et puis ce qui m'énerve aussi, en plus de ces personnes qui transgressent les règles, c'est lié à mon impatience, hein, c'est quand les choses avancent lentement. Voilà. Comment occupez-vous vos loisirs? Alors là, c'est une question ouverte, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il ne faut pas avoir honte de dire que vous aimez regarder des films ou je sais pas quoi. Ouais. Donc,
Moi, par exemple, pour mes loisirs, je fais beaucoup de sport, d'activités physiques, évidemment, je m'entretiens. Pour mes loisirs, j'ai des loisirs assez variés, que ce soit des sorties entre amis, pour aller boire un verre au resto, tout ça. Mais également, voilà, je regarde beaucoup de films, de cinéma. Je pense que je peux me considérer comme cinéphile parce que j'y vais très très souvent. J'adore le cinéma, tout type de films. Et donc je regarde beaucoup de films au ciné, à la télé, sur Netflix, en streaming, tout ça. Et puis la musique, évidemment, beaucoup de musique. Et pour finir, je dirais les jeux vidéo. Faut pas avoir honte de parler des jeux vidéo. Je sais que c'est un loisir encore qui est un peu perçu comme enfantin. Malheureusement, on est encore dans cette mentalité-là. C'est perçu comme une perte de temps. Ceux qui vont au ciné, ça pose pas de problème. Qui regardent des tonnes de films, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui jouent aux jeux vidéo, attention, c'est les gosses, quoi. Voilà. C'est amené à changer, mais ça met du temps. Faut pas avoir honte à l'oral de dire que vous jouez aux jeux vidéo, que c'est votre passe-temps. Qui plus est, moi, voilà, j'ai eu parfois une situation familiale un peu compliquée. Et les jeux vidéo, ça me permettait un peu de m'évader, ça me permettait de penser à autre chose, de parcourir un monde féerique, un monde fantastique et tout, pendant que moi, de mon côté, ça se passait un peu mal, donc ça me permettait de changer les idées. Et puis les jeux vidéo m'ont appris aussi à développer des qualités de lecture, d'écriture. J'ai découvert de nombreux mots, et pour la petite anecdote, j'ai appris à lire avec Pokémon Jaune quand j'avais 3-4 ans, quoi. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, les jeux vidéo, c'est pas juste Call of Duty où on s'amuse à tuer des gens en boucle, c'est des gros clichés ça. Enfin bref. De quelle région êtes-vous originaire? C'est un peu lié à la question quelle est votre situation familiale? Est-ce que vous serez prêt à bouger? Je vais pas y revenir dessus, voilà. Hein. Quelle question aimeriez-vous qu'on vous pose? Alors s'il y a une question qui peut vous permettre de vous mettre en valeur, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Mais moi personnellement, j'aimerais bien qu'on en vienne à parler de mon mémoire. Parce que c'est un mémoire qui m'a pris énormément de temps. Il fait une centaine de pages. J'en ai dit des choses. Hein. Mais c'est un mémoire justement où on a traité de la question de la mixité sexuelle, la gestion de la mixité sexuelle par les enseignants de PS. On a fait des comparatifs entre les enseignants de PS novices qui sont en formation, experts, qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. On a fait de nombreux entretiens avec des enseignants que l'on a pu retranscrire et tout. Et on en a conclu que de nombreux facteurs pouvaient influencer cette gestion, comme le sexe de l'enseignant. Contrairement à ce qu'on pense, ce sont les enseignantes femmes qui ont tendance à moins bien gérer cette mixité parce que elles partent du principe qu'elles sont très sportives, donc parfois elles relâchent tout sur les filles en fait dans leurs cours en pensant qu'elles peuvent faire autant qu'elles, sauf que c'est pas souvent le cas, quoi. Voilà. Bref, on a déterminé plein de choses comme ça, et si je voulais parler de mon mémoire, c'est parce que la notion du genre, de la mixité sexuelle dans les pompiers, dans les casernes, c'est une question qui est intéressante. Il n'y a que très peu de femmes, je crois qu'en France, il y a à peu près 24 000 femmes sur 250 000 pompiers, ça fait 20% à peine, je crois. Non, moins, 24 000 sur 250 000, ça fait environ 10%. Et c'est une question qui est intéressante à se poser. D'ailleurs, elle va revenir après. Donc là, c'était toutes les questions du tronc commun, que vous soyez externe ou machin. Voilà. Là, il y a une optique professionnelle, une question avec une optique professionnelle. Que représente pour vous l'uniforme de sapeur-pompier? Faut pas arriver les mains dans les poches au concours de pompiers. Il faut vraiment être en mesure de répondre à tout type de questions. Et des questions qui peuvent concerner le métier, qui montrent que vous vous y êtes intéressé. C'est pour ça que pendant votre préparation, vous devez quand même vous développer une certaine culture chez les pompiers. Que représente pour vous l'uniforme de sapeur-pompier? Pour moi, ça représente l'exemplarité, tout simplement parce qu'on doit faire preuve, on doit être irréprochable quand on le revêtit. La responsabilité, parce qu'à partir du moment où on revêtit, on peut être amené à sauver des vies, enfin même sans, hein, mais quand on met cet uniforme, on doit sauver des vies, on doit faire des actes héroïques. Et c'est une grande responsabilité que d'avoir la vie d'une victime entre les mains. Et puis la fierté déjà d'en être arrivé jusqu'ici, d'avoir eu le droit de revêtir cet uniforme parce que j'ai réussi mon concours, ce serait une immense fierté. Et puis la fierté parce que d'autres personnes l'ont revêti avant moi et des personnes qui ont accompli des actes héroïques. Faut-il que le secours soit toujours gratuit? Il y a beaucoup de réponses à nuancer là-dedans. Les secours soient gratuits. Alors les services de secours font partie du service public, qui par définition est un service gratuit. Hein. Les principes du service public, c'est la mutabilité, la gratuité, l'égalité, la neutralité, la transparence et la continuité. C'est un service qui doit être gratuit de base. Dans 95% du temps, c'est le cas. Mais les pompiers sont de plus en plus amenés à facturer certaines de leurs interventions, notamment les interventions diverses qualifiées de confort, comme les faits d'animaux, les ouvertures de portes, les dépannages ascenseurs,
Parce que sinon, pendant un temps, il y avait des abus, les gens appelaient les pompiers pour n'importe quoi, et en fait, les pompiers étaient plus disponibles pour les vraies interventions. Donc certaines interventions sont facturées, je crois que pour leurs recettes, c'est de l'ordre de 3% de leurs recettes, c'est minime, hein, mais il faut dire que c'est pas toujours gratuit. La hiérarchie est-elle toujours nécessaire? Eh bien, pour ma part, je pense que oui. Là, je n'ai pas de nuance à apporter, dans la mesure où s'il n'y a pas de hiérarchie, ça créerait de l'anarchie, des personnes non formées, des personnes qui n'ont pas les formations adaptées, les diplômes requis et tout pour accéder à un diplôme. S'ils y accèdent, je pense que ça pourrait créer de l'anarchie parce qu'ils n'auraient pas du tout les compétences requises pour, tout simplement. Cette hiérarchie est importante parce qu'en plus d'attribuer les bons rôles aux bonnes personnes, elles permettent de gagner du temps. Avec une organisation ficelée et pas de questions à poser, quoi. Voilà, on fait et c'est tout. Avantages et inconvénients, je suis désolé, j'ai encore mal à la gorge. Avantages et inconvénients du métier. Pour moi, il y a de nombreux avantages, de nombreux inconvénients. Les plus gros inconvénients, c'est un métier dangereux, c'est un métier traumatisant. C'est un métier qui est assez difficile en termes d'horaires, des horaires spéciaux, et en termes de déplacement. Pas avoir honte de dire que c'est une contrainte. Moi, j'aime bien ma région, j'aime bien habiter ici, j'ai pas envie de bouger. Si je dois le faire, je le ferai, mais ça reste pour moi un inconvénient. Parmi les avantages, c'est un métier qui est davantage perçu comme une passion plutôt qu'une corvée. C'est un métier qui est extrêmement varié, qui laisse peu de place à la routine. C'est un métier qui est extrêmement enrichissant sur le plan humain, social, médical, qui permet de se renouveler constamment, d'être toujours actif, d'en apprendre toujours plus, d'être actif cognitivement parlant. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet en fait d'avoir l'impression de toujours faire quelque chose d'intéressant, d'utile et de nouveau. Là où un métier, tu sais tout faire au bout d'une semaine, tu vas faire les mêmes choses, au bout de quelques temps, tu en as déjà marre, c'est toujours pareil et tu n'apprends plus rien. Au niveau du développement de soi, j'aime beaucoup moins. Et pour finir, même si c'est moins important, c'est un métier qui apporte quand même une certaine stabilité de l'emploi. On ne peut pas en dire autant de tous les métiers malheureusement, il y a des métiers qui disparaissent. Et puis moi par exemple qui me suis investi dans des postes contractuels, leur stabilité elle est totale. Voilà, donc même en tant qu'assistant d'éducation, c'est un boulot qu'on peut faire 6 ans maximum. Au bout de 6 ans tu disparais, c'est un peu compliqué quoi. Il me reste une dernière page de questions, on finira là-dessus. J'ai plus grand chose à vous dire ensuite. Quel sens donnez-vous au service public? C'est un service désintéressé d'autrui qui est composé de différents organismes utiles au bon fonctionnement de la société. Vous donnez la définition que vous souhaitez. Le plus important, c'est de dire que c'est un service désintéressé d'autrui, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire du profit, contrairement à des entreprises comme Amazon et tout, quoi. Quels sont les principaux services de secours? On retiendra surtout évidemment les pompiers, les services d'aide médicale urgente, le SAMU, tout ça, services hospitaliers, et puis les forces de l'ordre. Ce sont des services de secours aussi, parce qu'ils ne sont pas là uniquement pour mettre des PV et tout, ils sont aussi là pour venir en aide aux personnes, à des victimes, pour arrêter des criminels, ce genre de choses. Donc c'est des services de secours. Sapeurs-pompiers ont-ils le droit de grève? Alors par définition, les sapeurs-pompiers sont des fonctionnaires territoriaux, qui par définition, un fonctionnaire a le droit de grève. Cependant, on est quand même dans un métier très spécifique. Se mettre en grève signifie que certaines victimes n'auraient pas l'aide dont ils ont besoin. Je pense que si vous vous présentez à ce concours, il faut quand même accepter le fait que on ne pourra pas se mettre en grève quand on veut. Voilà, c'est pas possible. Même s'il y a quelque chose qui vous rend mécontent, vous pouvez pas vous mettre en grève comme ça. Ou alors il faut informer son supérieur et du coup ça perd du sens. Autant pas faire grève parce que le but d'une grève c'est de foutre la merde. Mais du coup si vous prévenez le supérieur, ils s'organiseront et ça servira à rien. Je pense que faire la grève c'est délicat. Et qui plus est, au sein d'un concours, si vous dites bah oui ils ont tout à fait le droit de grève et puis je compte le faire d'ailleurs, non ça marche pas comme ça. Essayez de voilà. Je pense pas qu'on puisse faire grève. Faut-il toujours obéir sans discuter? Alors dans un premier temps oui. Dans un premier temps il faut être en mesure d'obéir à son supérieur hiérarchique sans toujours chercher à débattre ses opinions, ses machins. Ça permet de gagner du temps, ça permet de sauver des vies plus vite, ça permet d'avoir une organisation ficelée et une hiérarchie du feu de Dieu quoi. Mais en obéissant, en fait, si la question ça avait été faut-il toujours obéir sans réfléchir? Non, il faut réfléchir quand même. Il faut analyser l'ordre et si l'ordre on détermine qu'il est dangereux pour tous, s'il est illégal, on peut être en mesure de désobéir. Par contre, sinon dans les autres cas, il faut toujours obéir quoi. Que pouvez-vous apporter aux sapeurs-pompiers professionnels? Je ne vais pas parler de ça parce que ça va mettre 15 000 ans. Tout ce que j'ai pu accumuler lors de mes formations, de mes professions, et puis qu'est-ce que je pourrais apporter? J'aurais aussi la possibilité de me spécialiser. Alors il y a plusieurs spécialités chez les pompiers, il y en a plein. Un pompier avant tout c'est polyvalent, mais il peut aussi choisir de se spécialiser. Il y a plein de spécialités, le grimpe, le grep, la cynotechnie,
les risques NRBC, les milieux aquatiques, milieux montagnards, et puis notamment des spécialités dans lesquelles j'aimerais être, le PS, évidemment, je pense que ça tombe sous le sens, si vous avez un peu suivi ce que j'ai dit, et la formation et le développement de compétences, j'aimerais beaucoup. Connaissez-vous des sapeurs-pompiers pros? Je dirais que non, effectivement, je connais que des sapeurs-pompiers volontaires, mais on m'a déjà beaucoup décrit le travail, et puis je connais indirectement des sapeurs-pompiers pros que j'ai pu voir dans les vidéos. Je pense par exemple évidemment à Strike Workout. Je suis toutes ces vidéos très intéressantes. Je le connais, mais pas personnellement, quoi. Qu'est-ce que le devoir de réserve? Alors il y a plein de devoirs, les pompiers ont plein de devoirs. Alors on va avoir le devoir du secret professionnel, le devoir d'obéissance, le devoir de neutralité, de réserve, de probité, de moralité. Le devoir du secret professionnel, on ne divulgue pas les informations privées de la victime qu'on vient de sauver. Le devoir d'obéissance, on obéit, sauf quand c'est illégal, machin. Le devoir de neutralité, c'est une neutralité politique et religieuse, c'est-à-dire que la victime, elle soit française ou d'origine étrangère, qu'elle soit chrétienne ou je ne sais quoi, ou non-croyante, tu dois intervenir de la même manière. Voilà. Le devoir de réserve, c'est le fait d'avoir toujours une certaine retenue, une posture professionnelle, et donc de faire attention à ses faits, ses actes, ses gestes, ses paroles. Faire attention à tout, toujours avoir cette réserve, cette retenue. Voilà. Le devoir de probité, c'est le fait de ne pas utiliser les services à des fins personnelles, et le devoir de moralité, c'est le fait d'adhérer à des valeurs perçues comme justes. Voilà, ne pas se moquer d'une victime, ne pas jouer avec quand elle est inconsciente, enfin faire des trucs ignobles en fait. Il faut faire preuve de moralité. Quel est le montant de traitement d'un sapeur-pompier pro? Vous devez aussi connaître ce que vous allez gagner. Hein. C'est pas tabou de savoir ce que vous allez gagner. Donc le montant de traitement d'un pompier pro, c'est entre 1500 et 4000 euros bruts. Voilà, donc ça dépend de votre grade, votre ancienneté, tout ça. Que pensez-vous des femmes chez les sapeurs-pompiers? Je pense que ça sert à rien de le dire, mais commencer à balancer des elles ont rien à faire ici ou je sais pas quoi, c'est autant de pas venir au concours si c'est pour dire ça, évidemment. Les femmes chez les sapeurs-pompiers, donc moi, qu'en pensez-vous? Déjà, premièrement, j'aurais tendance à dire que je trouve ça dommage qu'on ait quelque chose à en penser en 2022, sachant que qu'on ait encore à en penser quelque chose. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à y penser parce que il y a encore ces stéréotypes, ces clichés, cette misogynie, ce sexisme qui est présent. Personnellement, ce que j'en pense, c'est beaucoup d'admiration parce qu'en plus de faire un métier exigeant, elles doivent surmonter des stéréotypes, des remarques sexistes, misogynes au quotidien. Voilà. Et puis aussi faire des choses avec des capacités physiologiques en moins parce que scientifiquement parlant, elles ont moins de capacités physiologiques que les hommes. Décrivez la journée d'un sapeur-pompier pro. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Il faut regarder une vidéo de Strike Workout sur sa journée. Je crois qu'en plus de ça, il n'y a pas longtemps, il en a fait une. Tu arrives le matin vers 7-8 heures, tu fais l'appel, la prise de garde. Ensuite, tu es réparti sur différentes tâches, soit le nettoyage, soit tel véhicule, voilà. Tel moment, tu peux manger, tel moment, tu vas pouvoir faire ton sport, etc. Et en fait, tout le long de la journée, si ton bip sonne une fois et que ça te concerne, tu dois partir. T'es en train de te doucher, t'es en train de manger, t'arrêtes tout, tu pars. Voilà, en gros, c'est ça. Comment voyez-vous votre carrière de sapeur-pompier professionnel? Essayez de montrer que vous en voulez. Si vous dites, moi je veux juste rentrer caporal, comme ça je me la coule douce et puis c'est bon, je ferai ma fin de vie comme ça, c'est pas possible. Non, moi personnellement, ce que je veux, c'est aussi pouvoir passer le concours de lieutenant. Ça me permet, j'ai voulu passer le concours de caporal parce qu'il était ouvert plus tôt. Je veux montrer que je suis très motivé et que ça soit caporal, lieutenant ou je ne sais quoi, j'ai réellement envie de m'engager, de m'investir. Voilà, mais j'ai pour projet de passer lieutenant, que ce soit par l'interne ou par l'externe. Quelle est l'utilité du sport pour les pompiers? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en reparler? C'est indispensable, j'en fais tout le temps, bref, voilà. La sécurité de l'emploi est-elle importante selon vous? Pareil, c'est pas une honte de dire que c'est important, mais ça doit pas être votre motivation principale. Vous ne devez pas faire pompier parce que vous, ce qui vous plaît, c'est que vous ne pouvez pas être licencié, vous ne pouvez pas perdre votre travail du jour au lendemain. C'est un avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les avantages du métier. La sécurité de l'emploi, c'est un avantage, ça permet de pouvoir s'engager dans la vie, être pleinement dans la vie active, en fait, sans se soucier d'être au chômage du jour au lendemain. Et enfin, que pensez-vous des devises de pompiers, courage et dévouement, sauver ou périr? Alors le courage et le dévouement, le courage c'est le fait de surmonter ses craintes, ses peurs pour aller de l'avant et sauver des victimes. Le dévouement c'est le fait d'être entièrement engagé, investi, volontaire au service de sa nation, de sa hiérarchie. Être dévoué c'est être pleinement engagé dans une cause sans rien attendre en retour. Pour moi c'est une devise qui représente pleinement les pompiers parce que c'est un service public, on n'attend rien en retour.
et on doit faire preuve de courage parce qu'on est tout le temps confronté au danger finalement. Et sauver ou périr, pareil, c'est une devise qui est intéressante parce qu'elle permet quand même de garder la tête sur les épaules et d'avoir toujours en tête qu'il y a du danger, que finalement on n'est pas des super-héros, que tout le monde peut mourir du jour au lendemain et qu'il ne faut pas s'enflammer non plus. Enfin, c'est drôle de dire ça pour des pompiers, mais il ne faut pas non plus prendre trop ses aises et commencer à faire n'importe quoi parce qu'on se sent tout puissant en tant que pompier. On peut périr aussi, ça peut arriver. Voilà. Plus souvent qu'on ne le pense. Et moi, j'avais une dernière question qu'on m'a posée et j'ai trouvé intéressante cette question. Seriez-vous prêt à laisser votre vie pour sauver une victime? Personnellement, je pense qu'à cette question, quand on est à un concours, il suffit pas juste de répondre bah oui, absolument, aucun problème, rien à foutre de ma vie, m'en fous, moi, si c'est pour sauver une vie, pas de souci. Ça manque un peu de crédibilité. Moi, personnellement, je suis du côté du jury, je me dis le mec il veut juste faire bonne impression devant nous, mais en vrai, c'est une fiotte quoi. Voilà. Enfin, c'est pas une fiotte, c'est juste un menteur. C'est pas être une fiotte de pas vouloir mourir pour les autres, mais c'est être un menteur. Je pense, voilà, je vais vous répondre à cette question comme si j'étais devant le jury. Alors, est-ce que vous seriez prêt à laisser votre vie pour sauver une victime? Eh bien, étant donné que cela fait partie intégrante d'une de nos devises, à savoir sauver ou périr, eh bien, je dois effectivement m'accorder avec cette idée. Après, il est difficile pour moi de me projeter sur cette question car je n'ai jamais été confronté à une telle situation, donc je ne sais pas quelle réaction je pourrais avoir. Néanmoins, si je me trouve face à vous aujourd'hui, c'est que j'ai pleinement conscience du risque, du danger, que je l'accepte. Et c'est pour cette raison que je peux vous garantir que je donnerai toujours mon maximum pour sauver des vies ou protéger mon partenaire. Voilà. Je pense que cette réponse-là est intéressante parce que ça évite de dire oui, je m'en fous de ma vie, je peux me foutre en l'air pour les autres, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est pas forcément ce qu'ils recherchent non plus, les pompiers. Hein. Ce qu'ils recherchent, c'est des personnes qui ont quand même conscience du risque, qui tiennent à leur vie, donc qui vont tout faire pour survivre. Avant tout, parce que perdre un pompier, c'est un drame. Perdre une victime, c'est un drame. Mais perdre un pompier aussi. Donc le but, c'est pas qu'ils aient des suicidaires, des kamikazes qui se foutent en l'air pour sauver des victimes, quoi. Voilà. Donc, sauver des vies, oui. Au péril de notre vie, oui. Mais il faut avoir conscience que c'est pas le but recherché non plus. Voilà, voilà. J'en ai terminé. 1h06. Grosse vidéo. Je crois que c'est la plus grosse de ma chaîne. J'avais des choses à dire, je n'aurai pas d'autres vidéos à refaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, je pourrais vous y répondre. Je vais essayer de rechercher de mon côté. Juste pour finir, voilà, je vous conseille vraiment de vous abonner à Strike Workout par exemple. Il y a sûrement d'autres pompiers, mais notamment Strike Workout qui donne plein d'infos sur ses interventions, ses journées types et c'est super intéressant. Abonnez-vous aussi sur les comptes pompiers de Paris et tout simplement le S10 de votre coin, de votre département, parce qu'ils partagent beaucoup de choses, des interventions qu'ils ont fait, ils utilisent des termes parfois un petit peu techniques et du coup ça permet de développer votre vocabulaire. Et puis pour finir, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à Hugo Decrypt qui tous les jours fait 5 actus, je crois 4 ou 5 actus, les 5 grosses actus de la journée quotidienne et c'est super intéressant si tu veux suivre l'actu. Et du coup, voilà, quand vous arriverez au concours, je vous conseille vraiment de voir bien l'actu du jour, de la veille. Comme ça, vous serez bien chaud. Et si on vous pose des questions, vous pourrez dire, bah tiens, moi, ce qui m'a marqué, c'est ce qui s'est passé hier dans l'Aude. Par exemple, il n'y a pas longtemps, dans l'Aude, il y a eu un incendie, il y a eu 5 blessés. C'est un événement qui m'a marqué parce que je me dis que ça pourrait être moi et que voilà, ça me permet quand même de voir que effectivement, il y a du danger dans ce métier, quoi. Voilà. Voilà. Plus grand chose à dire. Je pense avoir fait le tour. 1 heure de vidéo, je pense que c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir vu toute cette vidéo. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous seront allés jusqu'au bout, mais j'aurais essayé de donner le maximum d'informations. J'ai vu beaucoup de choses sur les écrits, beaucoup de choses sur le sport et moins de choses sur les oraux. J'espère avoir fait la vidéo la plus claire possible. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à bientôt.